Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de l'actualité nationale, le président de la République prend part au sommet extraordinaire des pays arabes à la Mecque. Et enfin, dans l'actualité internationale, djihadistes jugés à Bagdad, les efforts de la France pour commuer la peine de mort. C'était les titres. Nous sommes le 31 mai 2019. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, prend part aux prochaines assises de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, qui se tient en terre saoudienne. Les travaux de la 14e session ordinaire de la conférence islamique ont débuté aujourd'hui avec la participation des présidents et représentants des pays membres de l'organisation, présidée par le souverain d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Ce sommet est marqué par la présence de plusieurs dirigeants et présidents arabes, dont le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Ce sommet se tient à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite afin de se concerter et de coordonner au sujet des questions qui préoccupent la région arabe, en plus d'examiner les moyens de renforcer la paix et la stabilité dans la région. Ce sommet, dont les thèmes portent sur la main dans la main vers l'avenir, donnera l'occasion aux États membres de l'organisation de délibérer sur des questions d'intérêt commun touchant à la paix et à la sécurité, au développement, à la culture, à la solidarité islamique. L'ordre du jour de ce sommet comprend notamment l'examen des attaques à perpétrer contre des navires de commerce dans les eaux territoriales de l'État des Émirats arabes unis, de stations de pompage de pétrole en Arabie Saoudite, en plus des répercussions de ces événements sur la paix et la stabilité régionale. Dans un discours prononcé par le président de la République à huis clos lors de cette 14e session ordinaire de la conférence islamique, il a indiqué, je cite, « Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements, ma gratitude aux gardiens des deux lieux de sa mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, du royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux et pour la préparation remarquable du sommet d'Arabes Urgence. » Voici le contenu du discours. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements et ma gratitude aux gardiens des deux lieux saints, mosquée, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, ainsi qu'à son gouvernement et à son peuple pour l'accueil chaleureux et pour la préparation remarquable du sommet arabe d'urgence. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, les attaques récentes contre les deux pays frères du royaume d'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis sont alarmantes, ce qui nécessite une action urgente pour faire face à leurs graves répercussions sur la sécurité et la paix régionale et internationale, ainsi qu'à l'approvisionnement et la stabilité des marchés mondiaux du pétrole. Dans ce contexte, nous soulignons l'importance de l'unification des efforts concernés et du renforcement de la solidarité arabe et internationale afin de faire face avec fermeté et détermination à de tels actes criminels susceptibles de s'aimer le chaos et la violence dans la région. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, le ciblage de l'Arabie Saoudite qui abrite les deux saints mosquées constitue une véritable violation des nations arabes et islamiques. À cet égard, nous soulignons notre soutien total au royaume et à notre solidarité avec le peuple frère d'Arabie Saoudite et ses dirigeants, ainsi que nous affirmons à la nécessité d'adopter une position arabe unifiée et décisive pour faire face aux attaques contre le royaume, ses peuples et ses intérêts vitaux. Vos Majestés, Excellences et Altesses, Mesdames et Messieurs, à la lumière des conditions très délicates dans la région, nous saluons l'organisation par le royaume de 3 sommets, à savoir le sommet du Golfe, le sommet arabe et le sommet islamique. Ce qui confirme la conscience du royaume de sa responsabilité et son souci de promouvoir l'unité arabe et islamique. Nous exprimons l'espoir que les 3 sommets produiront les résultats souhaités par les peuples de la région arabe en matière de sécurité, de stabilité et de développement, tout en contribuant à la consolidation de la solidarité arabe et islamique. Pour conclusion, je voudrais renouveler mes sincères remerciements et ma gratitude aux gardiens des 2 saints mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz, ainsi qu'au royaume d'Arabie Saoudite, gouvernement et peuple d'avoir accueilli ce sommet.
En marge du sommet arabe d'urgence tenu au palais de Safa à la Mecque, le président de la République, M. Ismaël Marguelé, a rencontré le président du Conseil de transition militaire soudanais, le lieutenant-général Abdel Fattah Burhan. Les deux dirigeants ont discuté des derniers développements au Soudan, des moyens de renforcer et de développer les relations de la coopération entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur de Djibouti et le représentant de Djibouti à la Ligue des États arabes ont assisté à la réunion. La réunion suit la participation des dirigeants au sommet arabe d'urgence à la Mecque. Direction Tadjoura à présent. Les funérailles du regretté sultan Abdelkader Mohamed ont pris fin hier soir après 10 jours de recueillement. Une délégation ministérielle conduite par le Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed, ainsi que plusieurs membres du Parlement ont assisté au rituel des clôtures des funérailles. Dans un communiqué rédigé au nom de la famille et proche du défunt sultan Abdelkader, au nom du vizir de Tadjoura, au nom du Miglis, au nom de la Fiqma de Tadjoura, au nom des Ukal du sultanat de Tadjoura et au nom de la population de Tadjoura tous entière, les Miglis adressent ses vifs remerciements et leur gratitude au président de la République, M. Ismaël Marguelé, à la première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, au Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, à tous les membres du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Mohamed, aux membres de l'Assemblée nationale, aux autorités civiles, militaires de notre pays, aux sociétés civiles de la capitale et des régions de l'intérieur, à la délégation gouvernementale fédérale d'Éthiopie, à la délégation du Somaliland, à la délégation de la région Afar d'Éthiopie, à la délégation du sultanat d'Aouza, à la délégation du sultanat de Rahaïta et à la délégation du sultanat de Gobad, ainsi qu'à la délégation envoyée par Lougas Mustafa. Et enfin, tous celles et ceux qui sont déplacés ou qui, de près ou de loin, ont exprimé leur sympathie et leur compassion tout au long des funérailles du regretté sultan Abdelkader Mohamed. Fin de citation. Autre nouvelle du pays. Après sa tournée dans la région de l'intérieur, le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cheikh, accompagné du secrétaire général du ministre, M. Siraj Omar Abdelkader et ses proches collaborateurs, ont poursuivi dans la matinée d'hier sa tournée de prise de contact à la préfecture de Djibouti et dans certains départements de l'administration centrale du ministère, à savoir la direction des affaires financières, la direction de l'administration générale ainsi que la réglementation, le secrétariat exécutif des gestions des risques et catastrophes, la direction des élections. Accueilli par le responsable de ces départements, le ministre a pu découvrir les locaux, écouter leurs présentations sur les activités du département. Le ministre s'est retardé sur les différents services de la préfecture. Il a visité les différentes mines chargées de délivrance des permis de conduire, des cartes grises et les services de certification des législations. Ensuite, la délégation ministérielle s'est rendue au 6e arrondissement dans la ville de Djibouti. Dans chaque arrondissement, le ministre a tenu une réunion avec les notables qui lui ont fait part de leur quotidien. Page santé à présent. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, et la représentante de l'UNICEF, Mme Zainabou Mouhandé, ont signé hier matin un projet sur le renforcement de la prise en charge de la prévention de la malnutrition chez la femme enceinte et allaitante et les enfants de moins de 5 ans. Ont assisté à cette cérémonie de signature l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité en République de Djibouti, M. Adam Koulach, le secrétaire général générale par intérim, Mme Nema Moussa, ainsi que les hauts cadres du département de la santé. Ce projet d'un montant de 6 millions d'euros est financé par l'Union européenne et vise à une meilleure prise en charge de la prévention de la malnutrition dans les zones rurales et périurbaines vulnérables. Ce programme a pour objectif, rappelons-le, de soutenir les efforts du ministère de la Santé visant à améliorer la protection de la santé et de la mère et de l'enfant à travers le renforcement des capacités opérationnelles de nos structures de santé. Ainsi, ce projet permettra de baisser de façon significative la prévalence de la malnutrition dans les régions ciblées et les plus touchées par la malnutrition. Ainsi, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, a remercié ses hôtes pour la signature de ces projets sociaux ambitieux dans la lutte contre la malnutrition de tous. L'étendue de notre territoire, rappelons-le, permettra, a-t-il dit, d'améliorer la prise en charge thérapeutique ainsi que la prévention communautaire. C'est un projet
très important pour les Djiboutiens, les Djiboutiennes, parce que ça touche le futur de votre pays, futures générations qui vont se bâtir de ces petits-enfants et des femmes. Et je crois que ces 3 véhicules qu'on a remis aujourd'hui vont vraiment vous aider à accéder mieux tous ceux qui ont besoin de notre aide, de notre solidarité. L'Union européenne va toujours continuer à être à côté des populations de Djibouti les plus vulnérables. Merci beaucoup. En prenant la parole à cette occasion, le ministre de la Santé a indiqué que ce don s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet sur le renforcement de la prise en charge et de la prévention de la malnutrition chez la femme enceinte et allaitante des enfants de moins de 5 ans, financé par l'Union européenne à travers Atelier de l'UNICEF en étroite collaboration avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, a reçu hier matin dans son cabinet la représentante résidente du PAM à Djibouti, Mme Moutinta Chimouka. Lors de cette visite de courtoisie, les discussions ont porté sur la consolidation du partenariat avec le PAM et notamment les voies et moyens de renforcer les liens dans le domaine de la logistique et du transport. Le ministre a pour sa part remercié la nouvelle représentante du PAM, rappelons-le, toute l'aide que son institution apporte aux plus vulnérables et aux différents réfugiés accueillis par notre pays. Notons que le hub construit par le PAM au PK20 est le seul dans toute l'Afrique et ceci du fait non seulement de sa position géostratégique, mais surtout parce que c'est notre pays et un havre de paix. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé hier matin, elle aussi, un atelier sur les défis de la croissance inclusive, une évaluation du rapport de la pauvreté et de l'équité à Djibouti, au Palais du Peuple. En effet, ce rapport fait partie des travaux d'évaluation de la pauvreté et de l'équité à Djibouti et a été redirigé par l'équipe de pauvreté et d'équité de la Banque mondiale pour plusieurs pays membres de la Banque mondiale. Présidé par la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, du représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, M. Atousek, et a vu la participation de la secrétaire générale du MAS, Mme Ifrah Ali Ahmed, du comité technique de suivi et évaluation, ainsi que d'autres représentants du ministère sectoriel. Rappelons-le, l'objectif était de présenter et de discuter autour de ces rapports qui contiennent des données qualitatives et quantitatives des natures à éclairer des décisions sur les gaps à combler dans les politiques relatives à l'éducation, la santé, la création de ressources et de revenus et l'inclusion des jeunes, des femmes. Pour ce faire, il est important de récolter des recommandations, des observations des représentants des institutions étatiques qui jouent un rôle majeur à l'éradication de la pauvreté. C'est-à-dire not available, pas disponible, pas disponible. Je pense que c'est quelque chose qui est derrière nous. Merci à vos services, aux services de ex-DZ et tous les services du gouvernement qui travaillent dans plusieurs domaines pour vraiment relever le niveau de l'information, de la donnée statistique pour la prise de décision. La ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, a invité les participants à contribuer à ce travail qui devrait être compris comme un recherche-action et apporter des services d'amélioration et d'intervention publique en matière de politique sociale. Nous écoutons le discours de Mme la ministre. Le soutien politique de M. le Président de la République et de l'approbation de l'ensemble des intervenants du champ social favorise la mise en œuvre des droits sociaux à travers le socle national qu'il préconise. Encourage le développement des opportunités de création de revenus à travers toutes les régions et cherche à améliorer les programmes de résilience. Ces 3 éléments constituent, à notre avis, la démarche la plus indiquée pour nourrir l'inclusion. Mesdames et messieurs, le rapport qui vous est soumis contient des données qualitatives et quantitatives de nature à éclairer les décisions sur les gaps à combler dans les politiques publiques relatives à l'éducation, à la santé, les créations de sources de revenus, l'inclusion des jeunes et des femmes. L'effort fourni est à vraiment louer. À ce niveau, l'exploitation de données de l'EDAM 2017 par la Banque mondiale me semble avoir été judicieux parce qu'elle a été complétée par les données géospatiales de la Banque et par les enquêtes et études de référence de cette institution. Étant encore au stade de projet, le rapport peut susciter vos remarques et observations et j'espère que vous apporterez aussi une précieuse contribution à ce travail.
Actualité, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé hier soir un iftar collectif suivi, rappelons-le, d'un dîner au l'honneur des personnels du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et d'autres personnalités invitées pour l'occasion au Sheraton Hotel. C'est à la rupture du jeûne Ramadan, les cadres et du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et leurs invités ont manifesté ouvertement leur satisfaction après ce moment fraternel de partage, de convivialité, ont dit les invités de la soirée, tels que les parlementaires djiboutiens, la présidente du CNDH, Mme Aïcha Gerd Ali, ainsi que des partenaires d'organismes internationaux, ont tous remercié le ministre et son équipe pour l'invitation. Habitude, en organisant ces iftars pour l'ensemble du personnel du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, avec nos partenaires, à commencer par les responsables des agences onusiennes, les responsables des mouvements sportifs, à commencer par le comité national olympique, les hauts responsables des fédérations nationales sportives, ainsi que des représentants des associations à caractère jeunesse. Direction le Nord à présent. À l'instar des autres régions du pays, l'examen du BEF, session 2019, s'est déroulé dans la région de Tadjoura. Les dites centres d'examen ont ouvert leurs portes à 6h30. En total, 452 candidats étaient inscrits dans toute la région de Tadjoura. Une délégation conduite par le préfet adjoint Habib Djilani et le président du conseil régional Omar Hussein, l'inspecteur de Tadjoura Farah Ladié, la saisie des notes, rappelons-le, la proclamation de ces examens sont décentralisés et se dérouleront à Tadjoura. Pour plus de propos, écoutons le président du jury, M. Bachir Mohamed. Mis en place par la direction des examens, où toutes les consignes sont bien formulées. Et il ne reste qu'à respecter et faire respecter les consignes qui sont déclinées dans le document officiel. Fait divers cette fois-ci. Dans le cadre des opérations quotidiennes, des patrouilles de surveillance maritime et de recherche des sauvetages dans les eaux territoriales, une équipe de la garde-côte djiboutienne en patrouille dans la zone entre le corridor du Godoria et de Rasbir ont apporté secours dans la soirée d'hier et avant-hier matin. 2 embarcations de type Galba au nord de chavirement qui transportaient plus de, rappelons-le, 347 individus candidats à l'immigration clandestine, dont une trentaine de femmes, tous d'origine éthiopienne, somalienne. L'équipe de la garde-côte qui apporte secours a pu embarquer dans leur patrouille les candidats à l'immigration clandestine et ont également escorté les 2 embarcations jusqu'à port de pêche. Dans son intervention, l'une des victimes a relaté l'étendue du calvaire vécu et a indiqué en outre que l'intervention de la garde-côte, il aurait connu sûrement une fin tragique à leur arrivée. À bon port, la garde-côte a pu les fournir l'assistance humanitaire de base. La garde-côte djiboutienne continue une lutte sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens, en secourant les candidats à l'immigration qui sont embarqués à bord d'embarcations surchargées sans avoir le minimum de moyens de sécurité, gilets de sécurité, en courant réel risque de périr par naufrage. L'enquête concernant les membres d'équipage yéménite a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation de la garde-côte. Les individus responsables seront traduits devant la justice, rappelons-le, tandis que l'embarcation est saisie, immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de justice. Un mot sport, je vous emmène en France où se déroule le mondial Pupi de Pommeline 2019 avec un temps magnifique pour cette première journée de la 34e édition du mondial Pupi et beaucoup d'ambiance dans les tribunes plutôt que le tournoi a commencé hier matin en 2019 pour notre équipe FC Barre Club Garde Républicaine. Notre sélection nationale du centre de la Garde Républicaine a débuté leur premier match avec l'équipe d'Ijon, présentées toutes les deux au centre de Cambridge Sainte Marine. Elles sont affrontées et après un match très serré, l'équipe FC Barre Club Garde Républicaine fait match nul avec l'équipe d'Ijon. Ensuite, toujours dans la même journée, nos poulains ont joué le deuxième match de cette fois avec l'équipe FC Barre Garde Républicaine s'est montrée plus forte que la sélection du centre Cambridge Sainte-Marine sur un score de 3-2. C'est donc nos poussins qui sont imposés dans cette rencontre. Une deuxième victoire affilée de l'équipe de FC Barre Club Garde Républicaine représentant la République de Djibouti qui a su démontrer son efficacité. Ils ont joué le 3e match de la journée en battant l'équipe de la Russie par le score 3-0. Les poussins de Djibouti
ont mis en déroute la redoutable équipe de Russie. Et selon la toute dernière information qui nous est parvenue, nous venons d'apprendre aussi à l'instant que l'équipe FC Barret, la garde républicaine, vient de remporter un match 2-1 contre le club soccer de Lungui. Le colonel Mohamed Jama Douale, commandant de la garde républicaine, a encore une fois adressé ses vives félicitations à ces jeunes. Pour résumer, c'était une excellente première journée qui a été totalement dominée par les requins de Djibouti ainsi que ces jeunes ont fait preuve de courage et grâce à leurs efforts, ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'obtenir plus de victoires. Un grand bravo et encore une fois pour nous leur souhaitons une bonne chance. Restant toujours en France, où parmi les 12 ressortissants français jugés pour appartenance à l'organisation de l'État islamique Irak, 7 ont été condamnés de la prison à perpétuité. Depuis Paris, les avocats cherchent à faire suspendre la peine capitale. Les avocats se lancent dans une course contre la montre pour éviter une expulsion par pendaison et tenter de commuer, rappelons-le, la condamnation à la peine capitale. La première étape pour les avocats d'empêcher une exécution rapide de la peine capitale. Hongrie à présent. Les recherches sont poursuivies toute la journée dans le Danube pour retrouver les disparus. En Hongrie, le décès de 7 personnes a été confirmé, mais 21 manquent toujours à l'appel. Mercredi soir, en plein cœur de Budapest, 2 bateaux sont entrés en collision. Le plus petit, la Sirène, une embarcation de 26 mètres de long, transportait 35 personnes, en grande majorité des touristes sud-coréens, 2 Hongrois, membres de l'équipage. 7 personnes seulement ont survécu. Elles sont hospitalisées. L'enquête devrait déterminer pourquoi, dans le choc, la Sirène s'est retournée et a coulé en seulement 7 secondes. Selon des marins présents sur la Danube, il y avait trop de bateaux avec des équipages incapables de communiquer entre eux à cause des barrières linguistiques. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à toutes et bon week-end à vous.